Journaliste, il l'est assurément, l'un des plus grands de sa génération, et son reportage se lit comme les meilleurs romans historiques. Il n'a pas ménagé sa peine pour débusquer les sources disponibles, bien servi par sa compréhension exceptionnelle du monde russe et par ses dons linguistiques. Comme ses correspondantes de guerre qu'il admire, sa connaissance du terrain et de multiples rencontres l'ont plongé au cœur même du sujet. Les meilleurs journalistes sont des sages. Ils se tiennent à l'écart de la cohorte des idéologues. Sans doute sa sagesse est-elle liée à sa nationalité, puisqu'il est suisse. C'est Éric Oesly que présente ainsi Thierry de Montbrial dans sa postface de l'ouvrage « La conquête du Caucase ». Éric Oesly que j'accueille avec beaucoup de joie et d'émotion à la médiathèque aujourd'hui pour vous, cher public des ondes. Et je vous remercie, Éric Oesly, puisque vous avez accepté en ce début d'année 2021 de venir à notre rencontre. Tour à tour rédacteur en chef de l'Hebdo, fondateur du quotidien Le Temps, puis son premier rédacteur en chef et directeur éditorial du groupe Edipresse, puis de Tamedia et responsable des journaux romans, en 2014, vous êtes nommé Éric Oesly, professeur à l'École polytechnique fédérale de Lausanne et professeur invité au Global Studies Institute de l'Université de Genève. Dans ce cadre, vous travaillez à la mise en place d'un programme consacré au monde russe et qui tente à développer les compétences multiculturelles des étudiants du point de vue anthropologique, économique, politique ou linguistique. Aujourd'hui, président du conseil d'administration du journal Le Temps. Journaliste, Éric Oesly, vous avez appris à décrire, c'est-à-dire regarder, condenser en une observation pour dire, mais sans juger. Écriture responsable, sérieuse, importante, auquel vous ajoutez, au retour de chacun de vos voyages, le temps. Le temps de comprendre pour faire mieux résonner le mot inspiré du vécu de ceux qui peuplent ces contrées lointaines qui vous appellent. Vous êtes l'auteur de 2 ouvrages de référence publiés aux éditions des Syrtes, À la conquête du Caucase, paru en 2006, et L'épopée sibérienne, paru en 2018. C'est Albert Camus qui ose cette confidence. De ce métier de journaliste critique à la prétention ou à la sottise, il n'y a qu'un pas, le danger, laisser entendre que nous croyons avoir le privilège de la clairvoyance et de la supériorité de ceux qui ne se trompent jamais. Conviction qui résonne presque en écho à la vôtre, vous qui confiez « J'ai souligné ce qui me paraissait particulièrement digne d'intérêt et nécessaire à la compréhension des événements. Je me suis efforcé de toujours laisser au lecteur le soin de juger. » Pour tenter de faire au moins le contour de l'homme que vous êtes, Éric Oesly, et avant d'aborder précisément votre œuvre, évoquons peut-être les débuts. Dans un article du 24 heures édité le 19 octobre 2006 à l'occasion de la parution de votre ouvrage « À la conquête du Caucase », vous confiez au journaliste Nicolas Verdun « Ma professeure de russe m'a donné le goût de cette langue et de la Russie aussi. J'avais 13 ans quand j'ai commencé les cours avec elle. » César Pavès, dans Le métier de vivre, confie « Il y a quelque chose de plus triste que de vieillir, et c'est de rester enfant. » Que doit aujourd'hui Éric Oesly à l'enfant qu'il fut et comment vous définissez-vous? Qui êtes-vous aujourd'hui? Alors, je crois que, d'abord, merci de votre présentation. À vrai dire, de regarder le texte pour l'éloge funèbre, parce que c'est peut-être un tout petit peu exagéré, mais je vous en remercie. Alors, aujourd'hui, si je devais me définir, je me définirais d'abord par mon métier, le journalisme. Un métier qui est une sorte aussi de fonction. J'ai toujours considéré que finalement les meilleurs journalistes sont ceux qui venaient d'horizons professionnels très différents. On peut être théologien, on peut être mécanicien sur voiture, on peut être agriculteur et avoir envie de partager ses connaissances, etc. Ça peut faire très souvent des très bons journalistes. Donc, cette profession qui est aussi une fonction, peut-être la chose qui me définit le mieux, mais elle est certainement justement une sorte de produit d'une curiosité insatiable qui m'a effectivement conduit là, dans mon métier, comme elle m'a conduit ailleurs, dans l'enseignement, comme elle me
elle m'anime et elle me stimule aussi dans le rôle de grand-père, par exemple, etc. Donc je pense que je suis d'abord un homme curieux. Une particularité de vos ouvrages, d'ailleurs, c'est la présence constante de destins individuels auxquels vous consacrez avec brio des pages magnifiques, on y reviendra. Un voyage, un ouvrage, c'est des rencontres. Vous évoquez le journalisme. Pouvez-vous évoquer quelques belles rencontres que vous avez faites à l'occasion alors de ce métier-là? Oui, bah, j'en ai fait très nombreuses. L'énorme privilège du métier de journaliste, c'est que vous pouvez en réalité tenter de voir à peu près n'importe qui. Vous avez un prétexte grâce à votre profession pour taper à toutes les portes. Donc, durant mes voyages, durant mes années de travail comme journaliste de terrain, j'ai effectivement fait toutes sortes j'ai traversé toutes les catégories du métier, reporter de guerre, journalisme politique, et des choses comme ça. Et les grandes figures ne sont pas forcément celles qui sont les plus célèbres. J'ai vu beaucoup de gens, chefs d'État et autres grands notables. Mais si je devais citer quelques personnes, je dirais que la première qui me vient en tête est une très vieille dame, aujourd'hui décédée d'ailleurs, qui s'appelle Emmy Goldacker. Emmy Goldacker était une jeune Allemande à la fin de la guerre qui a été arrêtée par l'armée rouge à Berlin et condamnée à 10 ans de goulag. Elle a accompli sa peine complètement, donc elle est revenue en 1955, fin 1955 en Allemagne, pour ensuite finalement, en suivant le destin, terminer et finir en Suisse. Peut-être que ça vaut la peine que je vous raconte un petit peu comment j'ai fait sa connaissance, parce que c'est lié précisément à ma professeure de russe que vous évoquiez tout à l'heure, à laquelle je dois elle également énormément. J'ai effectivement commencé à apprendre le russe très jeune. Je ne sais pas très bien pourquoi, pour être franc, mais peut-être que ça aurait pu être le chinois, l'arabe, je voulais quelque chose d'exotique sans doute. Je venais depuis le Nord vaudois où habitent mes parents et j'allais à Lausanne tous les mercredis après-midi. Donc je me suis extrêmement lié avec cette professeure de russe qui est devenue une deuxième grand-mère pour moi, qui a été bien au-delà des cours de langue, qui m'a amené à l'église orthodoxe pour les offices importants, la Pâque, etc., qui m'a tiré dans sa cuisine pour apprendre à faire le borscht, etc. Et puis les années ont passé, les dizaines d'années ont passé, elle est toujours restée ma professeure. Et de temps en temps, j'avais des téléphones qui me disaient ah, Eric, on est en train d'essayer de trouver de l'argent pour, il faut refaire le toit de l'église orthodoxe de Vevey. Ah, tu dois connaître des gens, il faut nous aider. Voilà. C'était pas des demandes, c'était des sortes de doukas qui tombaient. Elle avait gardé complètement l'autorité de ma vieille prof. Et un jour, elle m'a dit ce soir, tu dois venir. Ce soir, tu dois venir, j'ai un club culturel dans ma petite maisonnette, une dame qui était très humble, qui vivait vraiment chichement. Et puis, je savais qu'elle avait ce fameux club culturel. Mais là, tu vas voir, c'est une dame qui a beaucoup appris et qui a fait de nombreuses années de camp. Comme d'habitude, j'ai dit oui, oui, oui. Et comme d'habitude, le soir, quand je suis rentré du travail, je me suis dit, franchement, là, j'en ai assez. Et c'est ma femme qui m'a dit, ah, tu peux pas, on lui doit tellement, il faut y aller, je viens avec toi. On est arrivé en retard et on est entré dans cette maison où il y avait effectivement assemblé toutes sortes de personnes. On ne voyait pas en réalité l'oratrice parce qu'on est arrivé dans le vestibule. Dans le vestibule, tout le monde avait levé ses souliers, on s'est assis sur les souliers. Mais j'entendais en réalité, à travers les différentes portes, j'entendais une voix d'une dame qui racontait son expérience dans le goulag. Et j'ai été extrêmement impressionné par cette vieille dame, qui était déjà très âgée à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'elle racontait le goulag pas du tout comme je l'ai entendu raconter de nombreuses autres fois. J'ai rencontré beaucoup de rescapés du goulag, j'ai beaucoup visité d'anciens sites et de vestiges de sites. Elle le racontait comme un lieu de vie, en disant en réalité, il ne faut pas trop que je m'attarde, ce que vous connaissez déjà, les souffrances, l'horreur. La vie dans un camp, c'est aussi des moments de bonheur. Elle a raconté son protecteur, qui était un détenu de droit commun, le genre tatoué partout, plutôt violent, mais qui l'a en fait sauvé, qui la protégeait. Une femme dans un camp, c'était extrêmement vulnérable, et lui la protégeait. Elle me racontait, il se battait dans la poussière avec les autres, etc. Il me faisait parvenir des fois du beurre depuis d'autres camps. Il y a des types qui amenaient du beurre, ça passait à travers les gardiens, etc. Il faut s'imaginer l'organisation.
Et puis elle me racontait ça, elle me racontait les beaux côtés, elle racontait la force, pourquoi elle a vécu. Alors après, j'étais fasciné, j'ai commencé à ramper par-dessus les chaussures dans le vestibule, et j'ai vu ses yeux, des yeux bleu ciel. Mais sincèrement, quoi, je suis carrément tombé amoureux. Et on a toujours eu une relation d'ailleurs extraordinaire, une dame qui avait plus de 90 ans, qui est décédée il y a seulement quelques années, qui a gardé une mémoire extrêmement vive. J'ai d'ailleurs enregistré un peu l'ensemble de son témoignage. Et voilà, ça c'est une personne que j'ai rencontrée par mon métier, en fait indirectement par mon métier, j'en ai fait quelque chose dans mon métier, et qui m'a énormément apporté. Elle m'a dit une chose qui m'a aussi beaucoup frappé et impressionné, parce qu'à la fin de sa vie, j'essayais de lui arracher encore des confidences, des choses qu'elle n'avait jamais dit. Je lui ai dit, mais Amy, il y a encore des choses que tu n'as jamais dit. Elle m'a dit, oui, bien sûr, il y a beaucoup de choses que je n'ai jamais dites, ni à toi, ni à mon mari, et je ne le dirai jamais. Je dis, mais tu ne peux pas, c'est l'histoire, tu es témoin, il faut que tu nous racontes ça, tu nous laisses ça. Puis elle m'a dit, Eric, si je te racontais ça, si je te racontais ce que j'ai vécu de pire, les choses que je n'ai pas dites, c'est les pires. Et si je te les raconte, eh bien, il y a deux façons de voir les choses. Soit tu comprends ce que je te dis, et tu ne dormiras plus. Et à quoi ça me sert? Qu'est-ce qu'on va avancer avec ça? Soit tu vas comprendre, et c'est moi qui ne dormirai plus. Donc, voilà. Et j'ai trouvé que j'ai appris chez elle énormément de choses, une autre façon de voir les choses aussi, une manière non stéréotypée, on y reviendra, parce que c'est très important, je trouve, dans notre métier, d'essayer de penser contre soi-même, de ne pas automatiquement tomber dans les clichés, d'aller chercher des regards différents. Cette femme a été pour moi vraiment une source d'inspiration énorme. Après, il y en a beaucoup d'autres. On croisera peut-être un ou deux dans la discussion. Dans vos ouvrages, deux mondes se côtoient. Il y a les peuples caucasiens, leur bonnet de fourrure, la chemise au col haut portée sur un pantalon bouffant, les cartouchières croisées sur la poitrine, le poignard et le sabre qu'ils ne quittent pour rien au monde, et même leur célèbre danse accroupie sont autant d'emprunts à la culture traditionnelle du Caucase. Et vous ajoutez, pour tous, le Caucase et ses habitants ne sont rien d'autre qu'une contrée peuplée de sauvages ou demi-sauvages. Mais il y a aussi l'élite intellectuelle russe, et vous écrivez « Il faut créer en Sibérie cette société éduquée, cultivée, aux valeurs plus élevées, appelée à former la colonne vertébrale de la nation. Il faut bâtir les élites qui la réveilleront. Dans la tête des jeunes Sibériens émigrés à Pétersbourg, la seule existence de cette cohorte de la raison devrait suffire à entraîner ensuite la prise de conscience naturelle du reste de leur région et la prospérité qui l'accompagne logiquement. » Lorsque l'on pense Russie, vient d'abord à l'esprit ces plaines glacées et désertiques de la Russie profonde battue par le vent, ou encore l'univers sombre et grave où s'agitent les personnages de Dostoïevski. Lorsqu'on pense Russie, il y a aussi ce souffle occidental issu de l'esprit des Lumières et que l'on respire dans l'œuvre de Tolstoï. Saint-Pétersbourg, c'est les canaux, c'est le palais d'hiver, c'est l'Ermitage. Pour vous, Éric Oesli, l'âme slave, c'est quoi? Et la Russie, si vous deviez la décrire rapidement. Cette question-là. D'abord, quand vous évoquez une citation sur les peuples sauvages ou demi-sauvages du Caucase, qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas moi qui les traite comme ça, je cite un auteur qui en parlait en tant que tel. Loin de moi l'idée de considérer ces peuples comme des sauvages, au contraire. Pour faire une petite parenthèse sur cet élément-là, sur le Caucase, c'est la région du monde dans laquelle j'ai appris ce que c'était l'hospitalité. Donc la vraie hospitalité, pas celle qui est ici, autour de nous, d'ailleurs souvent assez modeste, il faut bien le dire, ou parfois assez hypocrite aussi, une hospitalité totale, où les gens se donnent complètement à l'autre qui arrive, aux voyageurs qui est là. Donc c'est au contraire, c'est des civilisés auprès desquels j'ai énormément appris, à commencer par la définition de ce mot que je croyais connaître avant. Maintenant, la Russie, oui, la première chose qui est importante d'avoir en tête quand on parle de Russie, c'est que précisément, la Russie offre une diversité tout à fait incroyable. Entre ces peuples du Caucase dont on parle, entre les peuples du Grand Nord, entre les Russes, qui en sont la colonne vertébrale, forcément, et qui représentent la forte majorité de la population, mais qui sont eux-mêmes très divers, on va dire les jeunes intellectuels, les jeunes
disons, la nouvelle couche de la aisée à Moscou ou attirée par l'Occident qui vit comme ou des fois mieux que nous, et des paysans ou des gens qui vivent en province, à Vladivostok ou au milieu de la Sibérie, il y a vraiment des mondes. Donc c'est déjà, pour moi, une des choses fascinantes de ce pays, c'est qu'il n'y a pas de Russie. On devrait toujours mettre en pluriel au mot Russie, parce que de quoi est-ce qu'on parle? Alors, quand on parle de l'âme slave ici, déjà c'est une première chose intéressante, les Russes n'en parlent jamais. Donc l'idée même, le concept d'âme slave a été inventé en Occident, et c'est une des manières finalement de définir l'autre. C'est plutôt que, disons, une réalité qui existerait, parce qu'il y a des âmes, il y a des slaves, il y a toutes sortes d'esprits très très différents dans cet univers de la Russie ou des Russies. Et une des particularités de la Russie, c'est une des choses qui m'a beaucoup fasciné et continue à me fasciner énormément, c'est qu'en réalité, on prête à la Russie ce qu'on aimerait lui donner, on définit la Russie comme ça nous plaît. Chacun a sa Russie. Et ça se voit de manière permanente. Justement, il y a des gens qui vous définissent la Russie comme une sorte d'incarnation de la littérature ou des littératures russes, comme si on pouvait effectivement la représenter de cette manière-là. En politique, c'est encore plus flagrant. On va chercher dans la Russie ce qui va nous plaire, et ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. C'est un phénomène qui date de plusieurs siècles. On peut remonter à Voltaire, qui n'avait jamais mis les pieds en Russie, mais qui a écrit plusieurs œuvres importantes sur l'histoire russe, et qui a en fait utilisé cette cour de la Russie et l'impératrice de l'époque, Catherine la Grande, comme territoire d'expérience. Il a essayé d'inventer une Russie. Il a inventé d'ailleurs à cette occasion-là aussi l'idée d'Europe de l'Est, qui jusque-là, ça n'existait pas. Il n'y avait pas une Europe de l'Ouest, une Europe de l'Est, c'est lui qui a inventé ça. Et la Russie, elle symbolise, elle incarne cet élément-là. Aujourd'hui, c'est un problème. On est sans arrêt et en train de se battre contre ces images qui sont en réalité des clichés construits par les gens pour leurs intérêts personnels ici. Donc Voltaire, il regarde la Russie, il l'imagine, il lui donne un visage parce que ça l'arrange dans ses démonstrations en France. Rousseau, naturellement, est exactement dans le sens inverse. Lui, il va faire la même chose avec la Pologne. Il déteste la Russie, qu'il n'a jamais vue non plus, etc., etc. Et l'âme slave, c'est une de ses composantes, en fait une sorte de définition de l'autre qu'on utilise pour se définir soi-même, en réalité. Si ça, c'est l'autre, moi, je suis ça. Regardez ces barbares, regardez l'Orient, regardez l'Est. Et quand on regarde l'Est, c'est pour dire l'Ouest, c'est nous. Et on voit très bien ce phénomène en Europe où les anciens pays de l'Est, par exemple, se sont débaptisés pour s'appeler Europe centrale, ce qui est une manière de dire l'Est, c'est pas nous, les barbares sont un peu plus loin là, en tant que tel. Alors qu'ils ont beaucoup de traits communs, bien sûr, avec la population russe en tant que telle. Donc cette idée de se construire des Russies, elle est centrale et elle raconte beaucoup de choses sur nous-mêmes, en fait. Alors, 25 août 1859, sur le plateau de Gounib, Alexandre Bariatinski, engagé dans la guerre du Caucase depuis 1835, est accompagné de son chef d'état-major Dimitri Milioutine à temps. C'est le point d'orgue de la conquête russe du Caucase, la reddition, après 30 ans de combat, de l'imam Shamil, guide spirituel, militaire, politique de plusieurs tribus du Caucase du Nord, opposées à l'expansion russe dans la région. Éric Oesli, évoquant leur victoire, vous écrivez dans votre ouvrage « Dehors, les dizaines de milliers de soldats de l'armée du Caucase ont repris leur hurrah, saluant à la fois leur victoire, leur propre chef et leur vieil adversaire de 30 ans. Le prince Bariatinski quitte le plateau, descend par un sentier abrupt à la tête d'un long cortège entre deux rangées de soldats enthousiastes. Son chef d'état-major chevauche à ses côtés. Savez-vous, Dimitri Alexeïevitch, à quoi je pense maintenant ? Lui glisse-t-il en souriant. Je m'imaginais comment dans 50 ans, dans 100 ans, on se représentera ce qui s'est passé aujourd'hui. Quel riche sujet pour un roman historique, pour un drame, pour un opéra même. Votre ouvrage « À la conquête du Caucase » répond au questionnement du prince Bariatinski. Paru en 2006 aux éditions des Sirtes, il aborde la conquête du Caucase
enjeu d'une formidable bataille d'influence entre les grandes puissances contemporaines. Alors pourquoi cet ouvrage, à ce moment-là, comment est née l'idée de cette épopée géopolitique? Alors effectivement, le Caucase est une contrée, on va dire, à peu près inexistante dans le mental des Européens d'aujourd'hui. Beaucoup de gens ont de la peine même à le situer géographiquement. J'ai fait l'expérience, et je la fais encore régulièrement quand je vais dans des librairies à l'étranger, je vais regarder où on classe les livres sur le Caucase. Et j'ai tout vu. Il y a des librairies spécialisées dans lesquelles on trouve un rayon Caucase, mais il y en a beaucoup où ces livres sont mis avec la Turquie, d'autres avec le Moyen-Orient, alors qu'il y a très peu de rapport avec le Moyen-Orient, parfois l'Asie centrale, qui est encore plus éloignée, parfois avec la Russie, ce qui plaira qu'à moitié à quelques-uns des habitants de la région. Voilà, donc c'est une sorte, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fasciné. On est aux confins de l'Europe, en réalité. C'est là que se trouve le plus haut sommet européen, Elbrus, et on n'en sait pas grand-chose. Alors moi, je m'y suis retrouvé, en réalité, plongé par la guerre, par des reportages de guerre. D'abord avec le Nagorno-Karabakh, dont on a reparlé récemment, mais j'ai déjà eu affaire à lui, si je peux dire, dans les années 80, fin des années 80. Ensuite, des guerres internes en Géorgie, en Abkhazie, en Ossétie, et puis ensuite les guerres de Tchétchénie. Et je me suis rendu compte à l'occasion de ces reportages de guerre qu'en réalité, l'intéressant, si je peux dire, l'explicatif, les clés de ces conflits étaient dans l'histoire, étaient dans des identités extraordinairement fortes composées par ces siècles, et que les images ou même le récit dans un article, c'est-à-dire toujours un peu ces mêmes maisons, une architecture de la Russie du Sud, avec des murs noircis par l'incendie ou par les obus, des gens qui sont sur la route comme réfugiés, ça vous amène absolument rien. Vous avez la même chose à Sarajevo, voilà. Donc j'ai été fasciné par ça, je me suis dit, il faut vraiment que je rentre dans cette histoire. À cette époque, j'ai fait la connaissance, en plus d'un représentant des Nations Unies, du HCR, du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, qui a été enlevé comme otage, qui était une pratique malheureusement assez fréquente. Et j'ai décidé aussi, pour lui aussi, parce que voilà, on avait une forte relation d'amitié, d'essayer d'enquêter sur ce qui lui était arrivé, et sur ces traditions de la prise d'otages dans le Caucase, etc. Du coup, je suis rentré dans cet univers, et je me suis rendu compte du côté fascinant de cette histoire. C'était très intéressant parce que les éditeurs m'ont dit, quand je leur ai dit je vais faire un livre sur le Caucase, ils m'ont dit alors un livre sur la prise d'otages, on est tombé immédiatement de nouveau sur des clichés. En réalité, l'histoire même de cette région, les batailles entre les superpuissances directes dans les jeux d'influence, d'espionnage, etc., mais aussi indirectes. Par exemple, la conquête des sommets. C'est très intéressant de voir comment les Britanniques, les Allemands, les Russes, finalement financent, équipent des expéditions d'alpinistes dont l'objectif n'est pas purement d'être le premier au sommet, mais de cartographier, de connaître le passage des rivières, de voir si les routes sont assez larges pour le passage d'une armée. Donc il y a quelques petites arrière-pensées quand même. Et voilà, cette histoire racontée comme ça m'a amené au fond, si vous voulez, de cette épopée caucasienne et m'a passionné. Je me suis dit, après, il faut simplement arriver à la rendre, parce que c'est une chose d'entrer là-dedans, mais il faut être capable ensuite finalement de partager la passion qui m'a saisi, moi, quand j'ai découvert ça, avec des gens qui n'ont aucune idée du Caucase, qui était à peu près mon cas au départ, et qui ne savent même pas très bien où c'est, justement. Ça, c'est tout à fait légitime de ne pas le savoir. Donc, il faut que quelqu'un qui ne sait rien de cette région, quand il ouvre ce livre, rentre là-dedans et soit pris, soit intéressé. Pour ça, donc, effectivement, on a besoin de récits, de personnages qui ont du sens. Donc, on n'est pas dans l'anecdote pure, j'essaie de l'éviter à tout prix, mais en revanche, des histoires avec un petit H qui vont raconter la grande histoire avec majuscule, et qui nous donne le sens de ces événements, mais de manière la plus scrupuleuse possible. D'ailleurs, vous écrivez « L'épopée de la conquête du Caucase fourmille de récits. Les descriptions, les portraits, les anecdotes ou témoignages, si hauts en couleur, mais si éclairants dans l'histoire récente du Caucase, ont été préférés aux analyses, aux approches académiques. Les anciennes revues militaires, les témoignages oraux contemporains, comme les travaux de recherche les plus récents ont servi d'appui à cette enquête journalistique menée sur l'histoire d'une des régions les plus
disputés de la planète. Alors évidemment, on se pose la question, comment s'est déroulée l'écriture de cette somme entre recherche documentaire, analyse de sources, rédaction, parce qu'il y a une foule de sources, hein, c'est impressionnant, et de toute nature. Oui, alors ça s'explique assez facilement parce qu'à vrai dire, c'est une qualité qui m'a été imposée, si je peux dire, dans la mesure où je n'ai jamais eu le temps nécessaire pour faire un travail tel qu'on le ferait si on était purement académique, dans une université où tout d'un coup on se plonge là-dedans pendant, je sais pas, 2 ans, etc. Moi, j'ai fait ce travail toujours en parallèle de mes autres activités de journaliste, où je m'occupais, à vrai dire, surtout de la Suisse, et puis de l'URSS ou de la Russie, mais de manière, disons, tout à fait épisodique, par reportage. Donc j'ai pris beaucoup de temps. La clé, c'est ça. Chacun de ces livres m'a coûté, entre guillemets, 10 ans. J'ai chaque fois fait 10 à 12 ans pour la rédaction d'un livre. Et en fait, encore une fois, ce n'est pas un choix. Je mentirais si je disais maintenant, oui, il faut de la profondeur. Pas du tout, je n'avais pas le choix. Je ne pouvais rien faire d'autre. J'avais autre chose à faire à côté. Alors, c'est un avantage si on sait en tirer parti, parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par évidemment de très nombreuses lectures, quelques centaines de livres sur les sujets. Et puis ensuite, j'ai toujours été voir les lieux. Donc moi, je suis convaincu que c'est très important d'avoir la géographie physique. Il faut voir de quoi on parle, il faut qu'on s'imagine ce qui s'est passé dans ces lieux-là, c'est d'ailleurs toujours passionnant à faire, et vous tombez toujours, bien sûr, sur les personnages qui, comme vous, sont un tout petit peu fêlés, passionnés par cette histoire, vous amènent plus loin, vous disent « mais est-ce que tu as lu ça? Non, ça, il faut absolument que tu lises, voilà ce bouquin », et puis voilà. Et je peux vous raconter des foules d'épisodes comme ça, où dans le Caucase et en Sibérie, j'ai été aidé et on m'a poussé, en fait, les historiens du coin. Parfois, j'ai passé 15 jours en Sibérie dans une vieille voiture avec un historien retraité qui m'a aidé à découvrir la région des bagnes. Donc, juste les quelques pages qu'il y a sur les bagnes des Tsars, voilà, je les ai passées et il y avait des moments splendides parce qu'on arrivait et puis il me disait « Ah, Rick, est-ce que vous voyez là, il y avait un village, il y avait beaucoup de déportés politiques dans ce village. » À la fin du 19e. Et là, c'est le fameux village où il y avait Yekaterina, etc. Je dis Yekaterina, mais on parle bien de la même. Oui, oui, elle était là. Je dis, on s'arrête. Puis il dit, ah, mais là, puis vous voyez cette hauteur-là, cette colline. Alors, elle était tellement dépressive, elle était tellement marquée par cet abandon, cet exil de déportés en Sibérie, que quand c'était trop lourd, elle montait là, et elle hurlait dans le vide. Elle hurlait. Je dis, on va faire ça. On va monter, puis on va hurler. Et puis il me dit, ah ouais, mais ça grimpe. Je dis, oh, ça fait rien. On va monter. On va essayer de monter le plus haut possible. Et nous voilà tous les deux en train de hurler en mémoire de cette déportée qui a été considérée par Lénine comme la grand-mère de la Révolution, qui a fait la moitié de sa vie en déportation en Sibérie. Voilà. Ces gens-là, cet historien-là, d'autres encore, dans le Caucase ou ailleurs, des passionnés de bibliothèque, là on est dans une médiathèque, on est au milieu des livres, c'est ça aussi, ça c'est un univers extraordinaire. Vous tombez sur des vieilles dames qui vous disent tout d'un coup, regardez pas ce catalogue, la moitié ils sont plus là, ces bouquins, etc. Mais je vais vous dire, qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez quoi comme type de témoignage? Et puis, paf, 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 ça s'empile. Et j'avançais comme ça, donc j'allais sur un sujet, j'apprenais, je rentrais, je lisais pendant quelques mois, et ensuite je m'organisais pour aller à l'étape suivante. Et progressivement, tout s'enrichissait. Les fils se croisent, vous avez un véritable tapis historique qui est en train de se former grâce à ces croisements. Et ça, en même temps, j'étais dans une sorte de feuilleton moi-même. Alors, les seuls qui souffraient vraiment, c'était ma famille. Parce que là, à chaque repas, mais c'est une histoire incroyable, mais il faut que tu ne te rends pas compte, etc. Donc, mes 2 enfants sont moins enthousiastes que moi sur ce genre d'expérience. Mais pour moi, le plaisir était là, il était dans cette recherche. Et il y a le style, parce que c'est vrai que comme je vous ai dit, c'est des ouvrages pour le néophyte c'est des sommes, hein, mais on est pris par un souffle, il y a un véritable souffle épique. Donc l'écriture en soi, pour vous, le style, la manière de raconter, indépendamment donc de la vérité historique, ça s'apprend, vous avez retravaillé, Non, je n'ai pas beaucoup retravaillé, j'avais une obsession, c'est que ça soit clair, accessible, encore une fois, pas d'éléments, pas d'artifice, je dirais. Et là, j'ai utilisé
j'ai utilisé en fait un avatar, si je peux dire. Il s'est trouvé que quand j'ai décidé de me lancer dans l'écriture de ce premier livre sur le Caucase, ça m'a d'abord j'ai essayé de le faire en parallèle à mon travail. J'étais rédacteur en chef à l'époque au Temps, et j'ai essayé. Et là, je me suis aperçu d'une chose. On peut tout essayer. J'ai essayé de prendre 80%, j'ai essayé de prendre des plus longues vacances, et votre livre devient un peu une sorte de... C'est comme si dans un couple, vous avez une maîtresse quasi avouée. Donc chaque fois que je disais à mes collègues « Ah non, là, vendredi, je ne vais pas pouvoir parce que... » Puis ils me disaient « Ah oui, c'est vrai, tu as ton livre. » Voilà. Et en fait, voilà, quand on est à la tête d'une équipe, il faut que les gens aient le sentiment que tout est pour eux. On se donne à ça et on ne doit pas avoir quelque chose auquel vous vous intéressez encore davantage, ce qui était la réalité. Donc j'ai dû abandonner. Il a fallu prendre la décision de j'arrête de ce poste de rédacteur en chef du Temps. Ma femme m'a dit fais-le, sinon quelqu'un va le faire à ta place, tu vas en donner être malade, tu as travaillé 10 ans là-dessus, c'est absurde. Mais le jour même où j'ai décidé ça, j'étais très fatigué, je rentrais, la rédaction était à Genève, je rentrais souvent très tard en voiture et j'allais de temps en temps dans un restaurant italien qui se trouve dans le quartier ouvrier de Malais à Lausanne, près de la patinoire. Et là, il y a ce bistrot, une excellente cuisine italienne dont le patron s'appelait Gianni. J'arrivais toujours quand les gens étaient en train de quitter la salle et je finissais un peu les restes, ils me faisaient une assiette, des choses comme ça. Voilà, c'était une sorte d'un peu de refuge, de moment où je soufflais en arrivant. Et ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Puis je dis, mais tu sais, Gianni, en fait, je vais quitter mon job. Quoi, tu vas quitter ton job? Mais pourquoi? Puis je dis, je vais écrire un livre. Puis il me dit, mais qu'est-ce que tu vas sur quoi? Puis je dis, sur le Caucase. Ouh là, sur le Caucase, non, c'est pas un truc pour moi. Puis là, un peu par réaction, je dirais, spontanée, j'ai commencé à lui expliquer que si, que c'était pour lui, que c'était pour tout le monde, que j'allais faire. Et quand je suis sorti de ce restaurant, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je dois faire. Je vais écrire ce livre pour Gianni. Et c'est ce que j'ai fait. C'est comme si j'avais eu son portrait en face de moi. Donc j'écrivais, et j'ai toujours travaillé de la même manière, donc j'ai des espèces d'objectifs par jour. Il faut que je fasse 12 000 signes par jour. J'écris mes 12 000 signes, avec mes notes, mes titres, voilà, ok, ça me prend une journée. Et puis après, j'oublie, parce que moi, je n'arrive pas à corriger quand je viens de faire. Quand je viens de faire, c'est affectif. Si je dois corriger, je dis oui, mais ton petit, ça quand même, c'est important, etc. Voilà. Le lendemain, vous êtes déjà sur autre chose, puis vous dites là. Alors je disais ça, Gianni va s'ennuyer, c'est affreux, loin, poubelle. Et puis voilà, j'ai travaillé comme ça. Évidemment, mon appréhension a été maximale quand le livre est sorti et que j'ai envoyé un des tout premiers exemplaires à Gianni. Je lui envoie, je me dis on va voir, etc. Un jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent, et tout d'un coup, pas de message. Je me suis dit, bon, ben voilà, c'est raté, quoi. Il n'a pas aimé, il n'a pas lu, il n'a pas ouvert, peu importe. Et je donne justement une interview à un de collègues de 24 heures qui raconte cette histoire, ce que je viens de vous raconter là, il le pose. Et alors là, le téléphone sonne, c'est Gianni, mais qu'est-ce que tu dis? Je suis en Italie, je ne savais pas, c'est mes copains qui m'ont dit que j'étais dans le journal, alors je reviens tout de suite, etc. Et ça a fini par un extraordinaire moment, parce qu'à un moment où je faisais des signatures dans la librairie à Lausanne, tout d'un coup, on a entendu des bruits de bouteilles qui avançaient. C'était Gianni qui arrivait avec sa bouteille, sa caisse de vin italien pour me remercier. Mais pour moi, ce qui était le plus formidable, c'est qu'effectivement, il avait lu le livre, il l'a aimé, et quelque part, ben voilà, mon exercice stylistique, si vous voulez, il était accompli, parce que c'est ça qui m'intéressait. C'était pas de faire, pas un livre universitaire, pas un livre pour les pairs, pour les 3 chercheurs sur le Caucase qui connaissent déjà l'essentiel, mais essayer de faire partager et de faire comprendre les enjeux de cette région-là et la vie, mais de manière, encore une fois, effectivement non romancée, mais aussi passionnante qu'un roman. Alors vous écrivez, il manque bien sûr beaucoup à ce livre, la tragédie arménienne, les tourments du peuple cosaque auraient pu y figurer. Vous avez évoqué tout à l'heure le Haut-Karabakh. L'actualité tout dernièrement nous a ramené à l'Arménie. Le 9 novembre, après 6 semaines de combat et 4000 morts, Moscou a imposé le cessez-le-feu. Les Arméniens cèdent 7 districts de leur république autoproclamée d'Artsakh ainsi que plusieurs régions avoisinantes. Aujourd'hui, les Arméniens brûlent leurs maisons, vident leurs églises pour ne rien laisser à l'ennemi. Éric Oessli, comment conjuguer le droit de 2 peuples meurtris dans le passé, l'Arménie par le génocide en 1915 et l'Azerbaïdjan
par l'exode de milliers de Kurdes et d'Azéris lors de la prise de contrôle par l'Arménie des régions entourant le Haut-Karabakh? Alors c'est une question qui est encore plus vaste que ce que vous imaginez, parce que le Caucase est peuplé de différentes nations qui ont une très forte identité, puisqu'elles sont en conflit les unes avec les autres depuis des siècles. On dit que quand les Romains sont arrivés dans la région, le proconsul qui était responsable du Caucase avait 120 interprètes pour pouvoir communiquer avec l'ensemble des nations. Il y en a un peu moins aujourd'hui, mais néanmoins plusieurs dizaines encore. Et les Arméniens, les Azéris, les Tchétchènes, les Géorgiens, à l'intérieur des Géorgiens encore plusieurs sous-groupes, restent des peuples qui sont extraordinairement attachés à leur identité, à leur histoire. Ça a été un vrai problème pour moi, au-delà de votre question, parce que chez tous les Caucasiens que j'ai rencontrés, j'ai circulé pendant ces 10 années à peu près dans toutes les nations de la région, il y a toujours un moment où le soir, quand on a fraternisé avec eux, ils vous sortent une carte de la véritable nation qu'est la leur, qui naturellement englobe au moins 3 voisins. Donc il y a la vraie Arménie, la grande Arménie, il y a le vrai Azerbaïdjan, il y a la grande Géorgie, il y a la Tchétchénie qui malheureusement a dû rendre des territoires aux autres, etc. Chacun a son espèce de géographie historique dans laquelle il domine la région et qu'il estime être l'âge d'or. Et moi je me suis toujours dit, j'étais chez ces gens, je regardais ça avec intérêt, mais je me dis quand je vais écrire le livre, mais je vais me faire des ennemis mais partout. Parce qu'évidemment, on ne peut pas leur donner raison à tous. Ils sont tous dans une vision extrêmement offensive et agressive de leur... Et c'est un paradoxe, ces gens, parce que, comme je l'ai dit, c'est tous des peuples très hospitaliers, tous, sans exception. Ils ont cette culture de l'hospitalité complète, que ce soit les Russes, Cosaques, que ce soit des Tchétchènes, des Géorgiens, les Arméniens, etc. Donc, il y a une forte contradiction là, mais vous avez vite des amis extraordinaires, et puis vous pouvez très rapidement aussi avoir des ennemis si vous commencez à relativiser, à expliquer, etc. Donc j'ai eu ce problème-là. Comment faire pour ne pas essayer de juger qui a raison, qui a tort dans les conflits interminables et effectivement permanents, l'histoire du Karabakh en est une, qui les occupe. Alors, j'ai trouvé une solution en fait un peu a posteriori, en tombant simplement sur des tableaux, des gravures qui avaient été réalisées à la fin du 19e siècle par un graveur allemand qui accompagnait l'armée des tsars dans le Caucase. La guerre du Caucase pour la Russie a été la plus longue de son histoire. Elle a duré à peu près tout le 19e et on peut dire qu'elle continue encore aujourd'hui puisque finalement les guerres de Tchétchénie sont la simple poursuite de cette guerre du Caucase. Et à la fin du 19e, il y a cet Allemand qui est peintre et qui accompagne les troupes russes. Ce qui m'a fasciné, c'est que dans ses peintures, il est impossible de deviner de quel côté il est. Il décrit l'armée russe, les différents Caucasiens, les Tcherkesses, les Tchétchènes, les Dagestanais, etc., toujours avec de l'empathie. Puis je me suis dit, c'est ça la technique, c'est ça qu'il faut faire. Il va falloir que je raconte chaque fois les différents personnages, comme eux se voient, se sentent, et comment eux imaginent l'histoire. C'est au lecteur ensuite de juger les tragédies. Je n'ai pas besoin d'ajouter des adverbes, je n'ai pas besoin de dire terriblement, affreusement, c'est horrible, c'est cruel, mais la description suffit. Et quand on parle des déportations des peuples, il y en a eu des terribles dans cette région au 19e et au 20e. Voilà, il suffit de donner les détails sans adverbes et sans exagération. Alors pour reprendre, et je terminerai avec ça sur votre exemple, je suis allé dans la guerre du Karabakh des deux côtés. À la première guerre du Karabakh, j'ai eu le privilège d'être convié par le CICR, dont c'était des premières opérations sur l'espace soviétique, ou post-soviétique, c'était encore l'URSS à l'époque, et ils m'ont demandé de les accompagner. Je me suis retrouvé du côté azéri dans des véhicules du CICR. On a tenté de passer le front, ça a été toute une aventure. On s'est retrouvé avec des kalachnikovs pointés sur le nombril. J'ai vu ces milices azéries qui étaient en déroute complète, il n'y avait pas d'armée azerbaïdjanaise. Et j'ai vu aussi ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est-à-dire un nettoyage ethnique absolument caractérisé, des crimes de guerre sans la moindre discussion, commis par les Arméniens. Les Arméniens qui sont eux-mêmes issus, comme vous l'avez mentionné, d'un génocide épouvantable,
ont fait ce que malheureusement d'autres peuples ont fait aussi. Ils se sont conduits de manière terrible en massacrant les gens des villages, en les faisant fuir par la peur, et ils ont occupé effectivement d'immenses zones en violation absolue du droit international pendant 30 ans. Ils ont simplement pensé que ça allait durer comme ça, etc. Pendant ces 30 ans, l'Azerbaïdjan n'a eu qu'un seul objectif, regagner par la force, et en construisant une armée, ces territoires. Ce qui est arrivé aujourd'hui. Alors, pour moi, c'est exactement un exemple de ce qu'il faut essayer de transmettre quand on est dans le journalisme, c'est-à-dire de donner au lecteur non pas une simple projection des sympathies, parce que je pense que pour moi, comme pour la plupart des Occidentaux, il y a une sorte de sympathie innée avec les Arméniens, qui sont des victimes, qui sont chrétiens, qui ont connu justement des tragédies terribles dans leur histoire, mais l'histoire est un peu plus complexe. Ce n'est pas parce qu'on est une victime qu'on est un héros, très souvent. Et il ne faut pas confondre les deux. Il faut essayer de raconter, là par exemple, la perception des Azéris qui est quasi absente des médias dans cette partie de l'histoire. Aujourd'hui, c'est vraiment le cas, c'est frappant. Tout est raconté avec une sorte de sympathie, en particulier, je dirais, par nos collègues français qui ont quelques raisons de servir la diaspora arménienne. Mais voilà, la réalité, c'est la réalité. C'est une guerre terrible dans laquelle les uns et les autres ont souffert, les uns pas moins que les autres. Et effectivement, voilà, c'est exactement comme ça que j'essaye de le faire aussi dans le livre. Je n'essaie pas de dire, voilà, les Arméniens, ils sont comme nous, etc. Il y a dans les déportations, par exemple, du 19e, au moment où les Russes achèvent la conquête ils croient achever la conquête du Caucase occidental, et ils décident de laisser le choix à ces peuples de la montagne, soit vous descendez en plaine, qu'on puisse vous surveiller, et vous allez vous établir entre les stanitsa cosaques, de manière à ce qu'on puisse avoir un œil sur vous en permanence, ou bien vous quittez le pays. Et les 90% de ces montagnards tcherkesses vont quitter la Russie. C'est un exode effroyable qui va coûter des centaines de milliers de morts. On n'a jamais eu le bilan, forcément, il n'y avait personne pour le dresser. Ils ont quitté leur terre, ils sont descendus au bord de la mer Noire, ils ont essayé de la traverser, ils se sont fait escroquer, il y avait déjà des passeurs, on est exactement dans les mêmes types de réactions. Et les survivants, quelques centaines de milliers néanmoins, vont finir en Turquie. La Turquie, là, est le peuple hôte qui va aider ces réfugiés, qui va les accueillir, qui va les intégrer. On a affaire à un génocide, c'est un génocide caractérisé dans l'histoire. Et ce génocide, personne n'en parle. Pourquoi? Parce qu'ils ne nous ressemblent pas, parce que ce n'est pas des chrétiens. Et puis, la Turquie était une fois dans le rôle du meurtrier dans le génocide arménien, mais elle a aussi été une fois dans le rôle de l'hôte, celui qui a tendu la main, celui qui a essayé de sauver ces populations. Voilà, pour moi, c'est ça qui est important. Je pense que ce n'est pas à moi de venir dire qui a raison, qui a tort. Ce serait une prétention incroyable. Il faut juste essayer de montrer comment ça a lieu, pourquoi ça a lieu, comment les gens se sont comportés. Et puis cette histoire, elle est tellement forte qu'ensuite le lecteur lui-même se fait ses opinions. Alors, juste pour clore sur le Caucase, parce que j'aimerais quand même aborder la Sibérie, vous évoquez cette nécessité de ne pas juger le moment où précisément il y a la reddition de l'imam Shamil. Nikolai Volkonsky, jeune officier, s'exprime ainsi: la guerre est terminée, le sang ne coulera plus, tout est devenu si calme. Mais de quoi vient donc alors que nous ayons le cœur serré? Ce n'est pas la joie qui a saisi nos poitrines, comme si l'ennui et la morosité se mêlaient à la gaieté. À quoi peuvent se comparer ces minutes quand l'homme consciemment, calmement tient sous la pluie de balles, tirées par des dizaines de bouches de canon et des centaines de fusils, quand brûle peu à peu dans la poitrine cette flamme qui réveille en lui la conscience de son importance, qu'il pousse à l'exploit dont dépend parfois le destin de centaines, parfois même de milliers de gens. Elles ne reviendront pas, ces minutes-là. Pour vous, Éric Hössli, quelles sont les valeurs humaines, les valeurs intellectuelles qu'il faut à tout prix défendre, et qu'est-ce que l'héroïsme au cœur d'une guerre, de toute guerre? Je me méfie de tous les héroïsmes parce que précisément pour ce que j'ai vu dans les situations de guerre, d'abord je pense que beaucoup des vrais grands gestes héroïques où les gens sont capables de se sacrifier pour les autres, ceux-là on ne les voit pas, voilà, l'immense majorité.
Donc je suis toujours un tout petit peu sceptique, mais respectueux néanmoins, parce que je vois aussi une sorte des fois d'ironie contemporaine, surtout ces grands mots comme l'héroïsme. C'est pas du tout mon sentiment. Je pense qu'il y a des gens qui se comportent comme des héros, il y a des gens qui sont capables de se sacrifier, qui méritent absolument notre respect. Mais disons, voilà, c'est pas l'héroïsme qui est la première chose qui me fascine. J'aurais de la peine à dire effectivement quelles sont les valeurs, parce que déjà je suis très convaincu que nos valeurs sont d'abord, justement, elles appartiennent à notre histoire, à notre civilisation. Donc moi je suis toujours convaincu qu'on doit être capable d'être conscient, de les défendre, ne pas être naïf sur la défense de nos valeurs, mais alors attention à ne pas les imposer ou les projeter sur les autres. Parce que ça, je le vois très fréquemment sur la Russie, où finalement, on reproche à la Russie de ne pas être nous, grosso modo. Ça, c'est une erreur magistrale. Il faut d'abord essayer de comprendre les autres, essayer de voir à partir de quelles valeurs ils réfléchissent, qu'est-ce qui les habite. Et chez les Russes, il y a cet extraordinaire avantage que nous avons des gens qui sont nos cousins, c'est des Européens, leur histoire est compréhensible, elle est entrecroisée, mêlée à la nôtre, on est sans arrêt les uns et les autres dans la même histoire, donc on peut les comprendre. C'est pas compliqué, c'est pas quand vous êtes en Chine et puis que vous voyez un temple, vous dites mais voilà, c'est quoi, c'est le 8e, le 12e, le 15e siècle, voilà, j'en ai de la peine à contextualiser, à savoir ce que ça représente. En Russie, pas du tout, c'est simple. On a des gens qui nous ressemblent, qui ont la même histoire, enfin une partie de la même histoire, voilà. En même temps, c'est une autre manière d'être européen. C'est ce qui est fascinant. Et quand vous, comme moi, souvent vous êtes en Russie, vous regardez le reste de l'Europe et vous voyez que les valeurs ne sont pas les mêmes. Vous voyez que les priorités ne sont pas les mêmes. Vous voyez qu'un pays qui, comme la Russie, a vécu un XXe siècle d'épouvante. On ne peut même pas s'imaginer ce que veut dire ce mot. J'essaie d'expliquer ça à mes étudiants. Je leur dis, mais c'est comme si je vous dis le mot soleil. Je peux traduire le mot soleil, mais ça veut rien dire si on parle, si un de ceux qui exprime ce mot est quelqu'un qui vit sur un alpage toute l'année, ou si quelqu'un est sous le fog durant la même période. Voilà, il y a des gens pour qui le soleil est inaccessible, pour d'autres pour qui il est naturel. Ben voilà, la souffrance et les épreuves que les Russes ont traversées durant le XXe siècle et avant, et les met dans des conditions qui sont tellement différentes des nôtres qu'il faut être très prudent sur justement la manière dont on les juge. Et c'est intéressant de voir comment eux nous jugent. Moi, ça m'intéresse ça. Comment ils nous regardent, qu'est-ce qu'ils sentent. Et on doit essayer de comprendre ça, leurs valeurs, pourquoi elles sont là, essayer de contextualiser aussi bien leur vision que la nôtre. Je crois que quand on ne fait pas cet exercice-là, on n'arrive pas à trouver les termes de la paix. Parce que essayer simplement, disons, de hurler, ça doit être comme ça, vous devez faire ci comme ça, on peut hurler de plus en plus fort, mais les autres en face ne reçoivent pas le message. Et alors, a fortiori, je suis convaincu que cet exercice est nécessaire dans un monde global dans lequel tout est interconnecté. Il va falloir vivre, c'est pas facile. On le voit très bien avec les communautés musulmanes. Ils sont là maintenant, ils sont chez nous. Donc il faut commencer à réfléchir aux interactions. On ne peut pas juste dire il faut faire comme ça, il faut faire ça. J'y crois pas à cette manière de voir. Il faut vraiment essayer de trouver ce mélange entre la compréhension de la vision des autres, pourquoi c'est comme ça, et de l'autre côté, être ferme sur nos valeurs. Ce n'est pas non plus une capitulation sur toute notre propre histoire. Elle vaut ce que vaut l'histoire des autres. C'est cette articulation, ce mélange qui m'intéresse aussi bien dans le journalisme que dans le récit de l'histoire. Alors, 12 ans après la conquête du Caucase, vous vous lancez dans un récit une nouvelle fois titanesque, et c'est l'épopée sibérienne, la Russie à la conquête de la Sibérie et du Grand Nord. Pourquoi? Comment? Alors, c'est un peu disons, la suite logique. Quelque part, la Sibérie est une sorte de Russie, le grand cristal de la Russie. Tout y est plus fort. L'immensité, le froid, l'hiver, les matières premières, etc., la nature. Donc il y a un côté, si vous vous intéressez à la Russie, c'est difficile de ne pas s'intéresser à la Sibérie. En outre, j'ai aussi beaucoup circulé à travers la Sibérie, et je me suis rendu compte, comme dans le Caucase, que cette histoire de la conquête du continent
était incroyablement méconnu. D'ailleurs, on peut faire l'exercice, et croyez-moi, je l'ai fait un certain nombre de fois avec mes étudiants, mais aussi dans des salles de conférences. Si on parle de la conquête de l'Ouest, n'importe qui a une image. Ça peut être Lucky Luke, ça peut être John Wayne, ça peut être la littérature américaine de l'Ouest, mais on a tous une idée de l'Ouest et de ce qui se passe en direction de l'Ouest. Posez la même question. Qui sont les noms de la conquête de l'Est? Qui sont les grands héros, les grandes figures? Quels sont les grands événements de cette conquête de l'Est? C'est le silence le plus complet. Or, on est sur le même continent. On n'a pas un Atlantique entre les deux. Ça montre l'incroyable impact de la culture dans laquelle on vit, qui nous a complètement formaté sur ce qui est important, ce qui l'est moins, etc. Et là, on est face à cet immense espace, et il suffit de se pencher dans cette histoire pour puiser un nombre d'épisodes, de perspectives incroyablement romanesques, fascinantes. Il y a des gens là-dedans qui, genre, c'est Sitting Bull à côté de ça, c'est du pipi de minet. Je veux dire, c'est vraiment, on a une densité dans les conflits de la conquête russe, des réactions des peuples autochtones, de l'avance vers ce Pacifique, puis plus loin, puisque les Russes passent le Pacifique, ils vont en Alaska, ils colonisent l'Alaska. On a donc une histoire américaine de la Russie extraordinairement fascinante. Et puis là, j'ai fonctionné, je dirais de manière tout à fait arrogante, c'est-à-dire j'ai considéré que si moi ça me passionnait, ça devait pouvoir passionner d'autres personnes. Alors en 1946, Moscou, 6 mois à peine ont passé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il faut s'atteler à la reconstruction, il faut miser sur la production industrielle, fonte, charbon, pétrole. La Sibérie jouera un rôle primordial dans cette quête forcenée dont dépend l'existence même de l'Union soviétique. Depuis 1930, quelques indices prometteurs de présence d'hydrocarbures y ont été décelés. C'est l'heure de gloire du pétrole et du gaz sibérien. L'Union soviétique écoule son or noir sibérien vers l'ouest. Et vous écrivez alors « Jamais depuis le siècle de la fourrure, l'immense province n'a pesé aussi lourd dans l'économie domestique de la Grande Russie. Jamais elle n'a été si indispensable à sa survie. Jamais la Russie n'a été si dépendante de ses territoires d'outre-Oural. Et pourtant, la Sibérie ne va guère en profiter pour autant. » Pouvez-vous expliquer juste cela en quelques mots? Et puis, si je dis aujourd'hui grossièrement Sibérie et puis Poutine? Alors, effectivement, c'est un bon exemple, cette question de l'énergie, si vous voulez. Parce que si on dit, on va écrire un livre où je raconte l'histoire des découvertes du pétrole, donc franchement, on est déjà on dissuade à peu près n'importe qui d'entrer dans l'histoire. Du pétrole, des derricks, ok, qu'est-ce qu'il y a de passionnant là-dedans? Il est évident que c'est ce qui a fait la force de l'Union soviétique et c'est ce qui fait aujourd'hui la force de la Russie, c'est ce qui fait aussi son extrême faiblesse, parce qu'elle a une économie totalement dépendante de ce secteur énergétique et qui l'amène dans des contradictions et dans des difficultés chaque fois qu'il s'agit de développer autre chose que, on va dire, ce secteur. Mais pour moi, l'intéressant, c'était justement de se dire, qui c'est le type, quel gars qui est le premier, tout d'un coup, découvre le pétrole? Il s'appelait comment? Ça s'est passé où? Etc. Et là, j'ai recouru justement de nouveau à ces techniques. Donc, il y a bien sûr les archives. Dans les archives soviétiques, disons, la recherche du pétrole est évidemment considérée comme une très forte priorité. Donc, on a des récits qui sont justement assez... comment dire, assez idéologisé, où chaque découverte est présentée de manière triomphale et ça confirme tout ce qu'on avait imaginé dans le plan quinquennal, on va pouvoir aller de l'avant, l'avenir radieux, etc. Ok. Quand vous êtes sur place, et ce que j'ai fait, comme d'habitude, je suis allé voir. Et par exemple, le premier village dans lequel le gaz, le gaz naturel, celui que nous avons et dont nous disposons, 30% de notre gaz vient de Sibérie, et c'est le cas pour toute l'Europe. Et bien voilà, comment il a été découvert? C'est relativement récent, là on est à la fin des années 50, c'est dans un village qui s'appelle Beriozovo que les choses ont été découvertes, et je suis allé à Beriozovo, où personne ne va, grosso modo, c'est sur le fleuve Ob, c'est assez compliqué d'accès, et je m'y suis rendu, et j'ai demandé en fait à une dame de me servir de guide local, c'est une autochtone,
Et puis quand je suis arrivé, il m'a dit « Ah, ça, vous tombez pas bien, parce que, vous savez, on a un club de toutes les femmes autochtones du village, je suis présidente et c'est justement aujourd'hui notre assemblée. Alors, est-ce que je pourrais m'occuper de vous seulement demain ?» Puis je dis « Mais pas du tout, non, je vais venir au club. » Ah, ça me passionne. Je dis « Mais c'est des dames plutôt âgées, plus âgées que vous ?»« Oui, justement, plutôt âgées. » Je dis « Mais c'est parfait, on va faire une interview collective. » Et moi, ce qui m'intéresse, c'est bien sûr vos traditions, c'est l'histoire du village, qui a été aussi un grand lieu de déportation à l'époque des tsars, mais bien sûr, c'est la découverte du gaz. Ah oui, ben, bien sûr, on a connu ça quand ils sont arrivés. Et puis, je suis allé là, et puis ils m'ont raconté, ces femmes m'ont raconté comment le gaz a été découvert. Pas du tout de manière organisée. On avait des équipes de techniciens, d'ingénieurs qui étaient envoyés pour trouver ce fameux gaz ou ce fameux pétrole. Personne ne savait exactement où il était, la cartographie des sous-sols était très rudimentaire, très sommaire, et ils ont cherché, et avec la peur en plus, parce que les instructions venues d'en haut étaient « il faut trouver ». Tout au départ, Staline il a carrément donné les normes de production qu'il fallait atteindre, sans même qu'on sache s'il y en avait. Et les responsables des ministères étaient paniqués. Alors là, on est fin des années 50, Staline n'est plus là, c'est encore un petit peu plus soft, mais néanmoins, voilà, ces équipes sillonnent la Sibérie, creusent fort, trouvent rien. Et l'hiver approche, on est en septembre, et l'équipe de chercheurs, de foreurs qui étaient là, a dit que la saison est terminée, ça va geler, on met le matériel dans le village de Bielozovo, on garde les techniciens sur place, mais les ingénieurs ils rentrent à Moscou pour passer l'hiver tranquille. Et ces techniciens foreurs étaient là dans le village, ils se sont dit, ben, on s'ennuie, mais on pourrait quand même faire un ou deux forages. Pourquoi on n'essaye pas de faire le forage dans le village, juste à l'oreille du village, disons. C'est totalement interdit par les règles, parce que précisément il y a quand même quelques dangers, mais c'est ce qu'ils ont fait. Donc ils ont été planter leur petit derrick, ils ont foré, et puis tout d'un coup, ces dames me racontent, puis tout d'un coup, on a entendu un grondement, un bruit comme ça, et paf, le derrick est parti à plusieurs dizaines de mètres en haut, les planches sont retombées, il y a un des habitants du village qui était tué par une planche qui est retombée dessus, et on a eu un courant, d'abord d'eau chaude mêlée à du gaz qui est sorti, un geyser de gaz naturel, impossible de l'arrêter, avec un bruit terrible. Donc dans le village, plus personne n'osait utiliser une allumette, parce que le danger était maximum. Le bruit, on a passé l'hiver avec nos chapkas fermés et de peur. Les Russes ont tous ceux qui pouvaient filer, on est restés les autochtones dans le coin, et voilà la découverte du gaz naturel sibérien à Bielozovo. Les équipes de Moscou sont venues au printemps, au mois de mars de l'année suivante, pour boucher le trou avec du béton. Jusque-là, ils ont passé l'hiver avec ce geyser de gaz. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, si vous voulez, en tant que tel. Alors après quand on est rentré là-dedans, qu'on a vu comment ça se passait, comment les choses avaient été conçues, imaginées, on peut commencer à comprendre les mécanismes de cette économie du gaz, dont la Russie d'aujourd'hui, dont le régime et donc Vladimir Poutine sont quelque part, si vous voulez, les dépositaires. Il faut s'imaginer aujourd'hui la Russie plutôt comme un émirat que comme une puissance agricole ou industrielle. C'est d'abord un pays qui produit de l'énergie et qui, disons, conçoit sa vision de la politique, de la géopolitique, ses intérêts, en fonction de ses intérêts. Donc après, on peut longuement disserter là-dessus, mais c'est clair que c'est une des composantes fondamentales pour comprendre la Russie d'aujourd'hui. Alors on arrive hélas à la dernière question, celle que je pose à tous mes invités. Vous citez Éric Hössli dans l'épopée sibérienne, l'écrivain Anton Tchekhov qui écrit à sa sœur Maria alors qu'il voyage sur le fleuve Amour. Et il dit « Je suis épris de l'amour, j'y vivrai volontiers 1 an ou 2. Beauté, espace, liberté, douceur. La Suisse et la France n'ont jamais connu une telle liberté. Sur l'amour, le dernier des déportés respire plus librement qu'en Russie, le premier des généraux. » Pour vous, Éric Hössli, qu'est-ce que le bonheur et qu'est-ce que réussir sa vie? Alors je vais d'abord vous dire qu'est-ce que c'est que la liberté, parce que cet extrait insiste justement sur ce sentiment qu'on peut avoir, qui est effectivement très présent dans la littérature russe et chez les Russes. En russe, il y a 2 mots pour exprimer le concept de liberté. Il y a svaboda, qui est la liberté contre l'État, donc assez classique, ressemble un peu à la nôtre, les limites qu'on peut vous imposer.
Et puis volia. Volia, c'est une sorte de, ça vient du mot volonté aussi, si vous l'entendez. Ça a à voir avec une espèce de capacité à faire. Un jour, je suis tombé sur une ferme, enfermée dans le Grand Nord russe, près d'Arkhangelsk. Et puis, je passe dans le village, j'étais à pied, je vois le village, je vois des extraordinaires tomates. Moi, je suis un fanatique de la culture des tomates. Et puis, je vois ce paysan qui était là, puis je dis, ah, mais incroyable, vos tomates, mais dans le Grand Nord, elles sont plus hautes que les miennes, mais comment vous faites ça? Et puis, il vient vers moi, puis il me dit, vous venez d'où? Je dis, je viens de Suisse. Puis il me dit, vous êtes Suisse? Je dis, ouais. Dis donc, je plains vos paysans. Hein. Je dis, quoi? Pourquoi? Puis il me dit, ouais, le manque de liberté. Puis je me suis dit, c'est incroyablement informé, quoi. Il connaît la politique agricole fédérale, la bureaucratie, toute la paperasse que nos agriculteurs doivent remplir. Enfin, j'étais un peu berlué. Puis je dis, mais qu'est-ce que vous entendez par ça? Puis il me dit, non, mais chez vous, tout est tellement petit, quoi. On peut pas se développer. Comment est-ce qu'un paysan peut vivre comme ça? Moi, je veux un champ de plus, j'y vais, hop, je passe plus loin, etc. Tout est là, tout est à prendre, tout est à faire. Ça, c'est volia. Ça, c'est la liberté. Et c'est cette liberté-là que Tchekhov cite quand il parle de l'amour. Et c'est justement, c'est très intéressant de voir que ce paysan-là, il me parle, et il parle des paysans suisses de manière auquel moi, je n'ai même pas pensé, je n'ai pas réfléchi. Il voit ça de manière totalement différente, si vous voulez. Et il y a un vrai bonheur, pour revenir à votre question, à ça. Quand tout d'un coup vous sentez l'autre, vous sentez les autres, vous sentez qu'ils sont aussi riches que vous. Donc ces voyages, c'est vraiment ça le bonheur, quoi. C'est la densité des moments, la densité des expériences, un apprentissage accéléré de tout, de chaque moment, chaque minute, et vous vous rendez compte que finalement les autres en savent plus que vous sur tellement de choses, que finalement, on devrait pouvoir passer chaque fois une vie avec chacun d'entre eux. Et là, je dois dire, moi, ça, c'est mes vrais grands moments de bonheur. Ils sont dans ces voyages, ils sont dans ces rencontres. Alors, au terme de cette rencontre, j'aimerais vivement et du fond du cœur, au nom de tous, vous remercier, Eric Hössli, pour ce bon moment. Aujourd'hui, vous avez consenti à partager avec beaucoup de générosité ce en quoi vous avez foi. En reconnaissance et en clin d'œil à votre respect de l'Orient, à votre passion du voyage et du témoignage, à votre compassion de l'ailleurs, je vous offre un compagnon de route et ses sourates, parce que, un peu comme vous qui interrogez comment comprendre la guerre de Tchétchénie si l'on ignore les 2 siècles de lutte qui l'ont précédée, comment comprendre la montée de l'islamisme si l'on néglige ses sources, à rencontrer les autres, Jacques Lacarrière a appris que toute la terre est familière et rien de ce qui lui est étranger ne peut plus lui paraître étrange. Une espérance peut naître alors semblable à celle du poète Mahmoud Darwish. Je ne suis pas venu rappeler à chacun son histoire, je suis ici pour que nous nous souvenions ensemble de notre histoire commune. Le poète est à pied d'œuvre, seul, sans archéologue, sans anthropologue, sans historien, sans garde, seul, à pied d'œuvre, avec un peu d'herbe sèche, du sel et quelques nuages, non seulement pour rendre l'avenir proche, moins lointain, ou le lointain passé plus proche, mais pour coller au plus simple, ramener à hauteur d'un arbre le plafond de son monde brisé. Eric Hössli, merci. Merci à vous, puis peut-être juste un salut, un clin d'œil à Lacarrière, puisque pour moi Lacarrière c'est la Grèce. Oui. C'est l'été grec. L'été grec est précisément, je trouve, un de ces livres de voyage qui va essayer de nous faire comprendre la Grèce telle qu'elle se sent. Et il y a une très grande complicité entre le monde grec et le monde russe.